Professeur Jovet, bonjour et merci de nous recevoir dans ce cadre magnifique sur la Côte Basque. Vous êtes l'un des pères fondateurs de la naturopathie en France, une référence incontournable pour toutes les personnes qui s'intéressent à la naturopathie et la santé. On est vraiment ravis que vous accordiez cette interview au Choubra. Vous êtes docteur en naturopathie, docteur en médecine aux États-Unis, docteur en psychologie, docteur en sciences spécialisé en biologie, conférencier, enseignant, fondateur de l'Université des sciences de l'homme et de l'environnement. Votre parcours est tellement impressionnant, on a l'impression que vous avez eu 1000 vies en une seule. On est vraiment ravis de vous rencontrer. Alors, on va démarrer tout de suite avec une question très simple. J'aimerais vous entendre sur votre définition de l'essentiel. Qu'est-ce que la santé et qu'est-ce que la maladie, selon vous? Ça, c'est une bonne question, mais elle est difficile. Alors, qu'est-ce que la santé? L'être humain est animé par une force vitale, que l'on appelle la vitalité. Et c'est cette vitalité qui donne le rendement à nos organes. Plus la vitalité est élevée, plus le rendement organique est important, et plus on est en bonne santé. La santé se définit par une propreté intérieure du mental et du corps physique. On pourrait dire que la santé, c'est l'hygiène interne, psychobiologique. Lorsque les organes fonctionnent normalement, les digestions sont bonnes, de même que les éliminations. Donc, tant que les sorties compensent les entrées, on est en équilibre, et l'équilibre, c'est la santé. Alors, la maladie. Qu'est-ce que la maladie? Eh bien, la maladie, c'est exactement le contraire. Lorsque l'on est dévitalisé, pour diverses raisons, le stress, l'insomnie, tous les poisons que nous respirons, que nous avalons, que nous buvons, que nous générons en nous, par nos sentiments négatifs notamment. Tous ces poisons tendent à s'accumuler dans l'organisme lorsque la force vitale diminue, parce qu'on mange aussi des faux aliments qui ne nous apportent pas suffisamment d'énergie. Et comme ces poisons tendent à s'accumuler parce que le rendement organique est affaibli, eh bien, à un moment donné, l'accumulation de ces poisons constitue une morbidité, qui est la cause déclenchante d'une réaction de l'organisme, qui est normale, qui est physiologique, et qui vise à se débarrasser de ces poisons. Cette réaction se caractérise par des symptômes, lesquels symptômes sont pour nous le signe d'une crise d'épuration, mais qui pour le médecin allopathe est une maladie. Donc nous, naturopathes, on ne combat pas la maladie, on supprime la cause de la maladie. Donc on pourrait dire que la maladie, c'est de la saleté interne, mentale et organique, qui est expulsée par la force vitale, réactionnelle, qui ne tolère plus cette accumulation de déchets et de résidus métaboliques. Nous avons en nous un seuil de tolérance, c'est-à-dire que notre vitalité accepte un certain degré de morbidité au-delà de ce seuil qui est très personnel, idiosyncratique. Cette tolérance étant dépassée, l'organisme se révolte et cherche à expulser tous ces poisons. C'est la maladie. C'est pas très compliqué finalement. Donc, la naturopathie
vise à entretenir la propreté intérieure et à désintoxiquer le milieu intérieur, alors que la médecine allopathique va simplement réprimer le symptôme ou pallier à une insuffisance fonctionnelle. La médecine allopathique est utile dans les cas d'urgence et d'exception. Si elle n'existait pas, il faudrait l'inventer. Mais elle n'intéresse que 8 à 10, 15% des malades qui n'ont pas une bonne hygiène interne. Si on a une bonne hygiène interne, on est en santé. Si on a une mauvaise hygiène interne, psychologique et biologique, on tombe malade. C'est pas très compliqué à comprendre. Ça reviendrait à dire que la maladie est un message, en fait, que nous envoie notre corps. La maladie, il y a deux types de maladies. La maladie accidentelle et la maladie non accidentelle. La maladie accidentelle, c'est quoi? Quand vous rentrez dans une centrale atomique et que vous êtes irradié, vous faites un cancer qui est un accident. Vous rentrez dans une chambre à gaz et vous faites un emphysème, c'est un accident. Mais en dehors de ces maladies accidentelles, il y a des maladies non accidentelles, usuelles, qui sont les nôtres, de tous les jours. Donc, la maladie en naturopathie n'est pas combattue. L'allopathie va réprimer le symptôme, tandis que nous allons supprimer la cause du symptôme. Est-ce qu'on pourrait prendre un exemple, juste pour se rendre compte, d'une maladie courante comme un rhume ou, Alors, je vais vous donner un exemple. Un jour vient me voir un monsieur, un sacré gaillard, qui avait une quarantaine de kilos à éliminer et qui avait 9 grammes de sucre dans le sang, alors que le taux physiologique maximum, c'est 1 gramme. Il avait 9 grammes de sucre. Il était presque à la limite du coma diabétique, et il vient me voir en disant « je m'injecte de l'insuline pour combattre mon diabète, et 4 fois par jour, c'est douloureux, c'est astreignant, c'est contraignant. On m'a dit que peut-être sous hypnose, par un régime spécial, vous pourriez m'aider. » Très bien. Et donc, à ce monsieur, qu'est-ce que j'ai fait? Mais je lui dis, monsieur, votre diabète ne m'intéresse pas. Comment ça qu'il me dit? Mon pancréas va mal. Je dis, oui, mais s'il va mal, c'est parce que c'est votre foie qui va mal. Donc, je vais vous soigner le foie. Je vais vous aider à dégorger le foie, à désintoxiquer le foie, à le régénérer, à le réparer. Et je ne me suis occupé que du foie. Et il a voulu faire en même temps, pour pouvoir accepter cette méthode naturopathique, qui est à base évidemment au début de purge, jeûne, monodiète, menu de santé, pour pouvoir suivre ce protocole, il me dit j'ai besoin qu'on me formate et qu'on me donne de la force mentale. Alors je lui dis, bon, sous hypnose, si vous voulez, on va faire une orthopsychothérapie. Alors il est venu une fois par semaine, pendant 3-4 mois, faire une orthopsychothérapie dans laquelle je suggère en plus que son foie et donc son pancréas, ses reins, etc. vont de mieux en mieux, évidemment. Puisque sous hypnose, tout ce que nous disons s'imprime dans notre subconscient. Et comme le subconscient est concrétiseur, somatisant, il somatise le positif comme il somatise le négatif. Et ce monsieur a suivi cette méthode naturopathique d'une manière tout à fait rigoureuse. Et au bout d'un mois, il a éliminé non seulement 18 kilos, mais son diabète est tombé à 1,30 g, 1,35 g. 1,35 g.
Et de lui-même, il a arrêté de s'injecter de l'insuline, de lui-même. Et il a donc un taux de 1,35 g. Il continue le régime, il continue son orthopsychothérapie. Le mois suivant, il a encore éliminé 7 ou 8 kilos. Le mois après, 4 ou 5 kilos. Et puis au bout de 3-4 mois, il a éliminé toute sa surcharge. Et au bout de 4 mois, il a refait faire une analyse sanguine et son taux s'est stabilisé à 1,30 g. Et depuis, il me dit, j'ai compris le mécanisme, désormais, j'adopte l'hygiène que vous me donnez comme mode existentiel et je n'ai plus besoin de m'administrer De l'insuline. Ce qui veut dire qu'en soignant le foie, j'ai soigné le pancréas. Pourquoi? Parce que le pancréas et le foie appartiennent tous les deux à la même balance organique. Un autre jour, j'ai vu arriver 2 jeunes garçons, un de 14 ans ou 15 ans, un autre de 21 ans, qui étaient également diabétiques. Vous les avez connus, vous. Et donc, j'explique à ces 2 jeunes ce qu'il faut faire. Ils ont également fait la méthode avec succès, et leur taux d'insuline s'est normalisé. Et un jour, ils ont été dans une réunion de famille de diabétiques. Et ils étaient derrière, ils ont laissé parler tout le monde, et puis le plus grand s'est levé en disant « Mais il existe une méthode anti-diabétique ». Tout le monde s'est levé, comment? C'est pas possible, le diabète c'est incurable, c'est pour la vie, le pancréas il est fichu, il ne fonctionne plus, donc il faut de l'insuline. Ils m'ont dit, ces 2 garçons, on a cru être lynchés par la non-compréhension et ils n'ont pas voulu savoir le pourquoi du comment. Voilà. Donc, comment vous expliquez cette résistance justement à entendre ces approches différentes? Eh bien parce que l'humain refuse de se responsabiliser, de se prendre en charge pour pouvoir se corriger. Il ne veut pas se corriger. Il veut des médicaments miracles. Je continue ma mauvaise vie, je continue à mal manger, à boire des saloperies, à me droguer. Donnez-moi des médicaments magiques qui m'enlèvent ma maladie tout en me laissant continuer à m'abreuver à la source de la maladie. Les gens adorent le diable. Le diable, c'est la maladie, et Dieu, c'est la santé. Donc, les gens ne veulent pas, ils veulent que des médicaments miracles. Donc, on pourrait presque dire que la naturopathie, je vais être très dur, c'est surtout fait pour des gens intelligents. Voilà. Quand on est intelligent, on vient à la naturopathie, et quand on est beaucoup moins, et qu'on cultive son ignorance volontairement, eh bien, celui qui cultive son ignorance, c'est un individu de mauvaise foi. Ce n'est plus un ignorant, c'est un ignare. C'est pire. Voilà. Oui, parce que ce que vous dites, c'est que donc, la naturopathie va impliquer vraiment un investissement personnel, une autonomie, un travail sur soi. Ouais. La naturopathie, ce n'est pas une médecine douce. On dit que c'est une médecine naturelle, une médecine douce, une médecine alternative, une médecine parallèle, etc. Non, la naturopathie, c'est quand même une médecine où il faut s'investir. Voilà, on s'investit totalement, on se responsabilise, on dit c'est ma faute, si je suis malade, c'est ma faute. Alors on vous dira, mais non, c'est pas de ta faute, c'est la faute du voisin qui fait du bruit,
qui dit des cochonneries sur toi, c'est la faute du froid, c'est la faute de la chaleur, c'est la faute des microbes, etc. Mais non, tout ça, c'est pas vrai. C'est notre faute. C'est parce qu'on mange mal, on boit mal, on pense à l'envers, on vit à l'envers. Et quand on pense à l'envers, qu'on mange, qu'on boit à l'envers, et que l'on vit à l'envers, en prenant des drogues, en prenant des médicaments chimiques plus ou moins toxiques, évidemment, des overtoniens, de l'alcool, du tabac, ben, on ne peut que se rendre malade. Donc la naturopathie, c'est une médecine qui n'est pas douce du tout. Donc qui nécessite un effort de la part du malade. Un de vos livres s'appelle La vraie naturopathie. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer ça? Est-ce qu'il y a plusieurs naturopathies? Qu'est-ce que la vraie naturopathie, selon vous? Alors, il y a une vraie et une fausse. Ah. Oui. Alors, la vraie, c'est celle qui va s'occuper de la cause profonde. Et la cause d'une maladie, la cause profonde, elle est psychobiologique. C'est pour cette raison que nous disons, nous, en naturopathie, il n'existe pas de maladie physique, d'origine physique. Il existe des maladies physiques, mais pas d'origine physique. Elles sont toutes d'origine mentale, somatisée. Je parle des maladies non accidentelles, évidemment. Donc, c'est parce qu'on est mal dans sa tête qu'on est mal dans son corps physique. Donc, quand on est mal dans sa tête et mal dans son corps physique, on dit « je suis malade ». Oui, mais parce que si tu penses mal, tu vas manger et boire à l'envers et tu vas vivre à l'envers. C'est parce qu'on n'a pas appris aux gens à penser à l'endroit, à manger et boire à l'endroit et à vivre à l'endroit. Et ils ont pris l'envers pour l'endroit. C'est-à-dire que les gens actuellement, la façon dont ils vivent, ils disent « c'est ça qui est normal ». Et vous, naturopathe, quand vous nous dites, eh bien, par exemple, mangez tout cru. Eh bien, c'est pas normal. Ce qui est normal, c'est de manger cuit. Alors, vous me posiez la question... De la vraie naturopathie. La vraie naturopathie, c'est celle qui va s'occuper de soigner le mental et le corps physique en même temps, de remettre tout ça d'aplomb. Et puis, la fausse naturopathie, c'est celle qui consiste à faire un peu d'exercice illégal de la médecine allopathique, purement antisymptomatique, quelqu'un qui rentre dans le bureau d'un naturopathe en herbe, et qui n'a pas fait son cursus complet, qui dit « j'ai mal à mon épaule, vous ne pouvez pas me donner... » Si, prenez telle tisane, telle plante, bon, mais évitez de manger du chocolat, et puis ne mangez pas trop de viande. Bon, et ça s'arrête là. Mais si j'ai mal à l'épaule, c'est qu'il y a une cause beaucoup plus profonde. Et nous, en naturopathie, nous cherchons toujours quelle est la cause profonde. Oui, la cause des causes. Eh bien, oui, la cause des causes. Quelqu'un me disait, j'ai tout le temps mal au genou quand je me lève le matin, et je lui dis, vous n'aimez pas aller travailler et faire le travail que vous faites. C'est tout à fait ça qu'il me dit. Alors, comme il se levait du pied gauche, il avait mal au genou gauche parce qu'il y avait le refus d'aller travailler. Vous voyez, il avait somatisé le refus d'aller travailler parce que ce qu'il faisait, ça ne lui plaisait pas. Donc, il y a toujours une cause profonde mentale à nos pathologies. Et on ne veut pas le voir parce que les gens veulent bien éventuellement prendre des plantes, des huiles essentielles, modifier un peu le régime alimentaire et encore pendant 1 ou 2 ou 3 mois, pas plus. Et puis après, ils aiment bien revenir à leurs mauvaises habitudes. Alors il est bien évident que pour tous ces gens-là qui ne veulent pas voir qu'ils sont responsables, eh bien il y a l'allopathie et ils finissent chez le médecin allopathe qui va prescrire. Alors, la fausse naturopathie, c'est justement de s'occuper du symptôme sans aller creuser la question. Il est bien évident que quand on creuse la question, on passe du temps. En naturopathie, on passe 1h30, 2 heures sur un malade. Et on veut tout savoir de lui. On fait toutes les analyses de sang, les diagnostics, on creuse sur le plan mental, etc. Je ne critique pas l'allopathie.
Je vous l'ai dit, elle est utile. Elle est utile dans les situations d'urgence, selon vous. Mais elle est utile surtout dans les cas d'urgence et d'exception. Donc, en fait, ce serait plus l'aspect chirurgical qui serait utile dans l'approche de la médecine conventionnelle, toute la chirurgie moderne. Non, mais la médecine chimique, antisymptomatique et palliative, est utile dans tous les cas d'urgence et d'exception. Quelqu'un qui fait un infarctus du myocarde, ben, il faut le droguer. Quelqu'un qui fait un mal asthmatique, ben, il va falloir le bronchodilater. Parce que sinon, il va étouffer, le cœur va s'arrêter. Bon. Donc, on fait appel à des médicaments. Mais ce sont des cas urgents. Et ces cas urgents, ce n'est pas monsieur tout le monde. Vous voyez ? Alors, l'allopathie voit le malade à travers les malades d'hôpitaux. Les gens qui sont dans les hôpitaux, dans les cliniques. Alors, ils ont une mauvaise idée de la santé. D'ailleurs, ils ne savent pas ce que c'est que la santé. Ils ne savent même pas ce qu'est la maladie. Mais ils savent parfaitement les effets de la maladie, les symptômes. Ce sont les champions du symptôme. Oui, ça on ne peut pas dire. L'allopathie est très scientifique sur le plan antisymptomatique et palliatif. Il ne faut pas leur enlever ça. Et nous sommes plutôt scientifiques sur la cause des effets, des symptômes, vous voyez ? Ce qui veut dire que d'un côté, vous avez la médecine de santé, et de l'autre côté, vous avez la médecine dite de maladie. Mais les deux pourraient coexister pacifiquement. Lorsque les gens s'adonnent à la naturopathie, ils sont dans la prévention. Ceux qui refusent de faire de la naturo et qui vivent normalement finissent par tomber malades et souvent relèvent de l'allopathie. Donc il y a d'un côté la médecine santé, de l'autre côté la médecine maladie. Lorsque vous êtes dans la maladie et que la maladie s'est aggravée et nécessite donc une intervention urgente, médicamenteuse, je ne parle pas chirurgicale, c'est un autre domaine, la chirurgie. Eh bien, il faut agir tout de suite. Quelqu'un qui fait un mal asthmatique, il étouffe, il va mourir. Donc il faut agir tout de suite. Quelqu'un qui fait un infarctus du myocarde, il faut agir tout de suite. Quelqu'un qui fait une méningite aiguë, il faut immédiatement les antibiotiques, et ainsi de suite. Et agir tout de suite. Quand il y a le feu à la maison, eh bien, j'appelle les pompiers. Et les pompiers, c'est les médecins. Et les pompiers déversent de l'eau sur la maison, et dans la maison, qui brûle. Et l'eau, c'est le médicament. Et on sait très bien que l'eau fait autant de dégâts que le feu. Donc, les médicaments sont iatrogéniques. Tout le monde le sait, même les médecins le savent. Les médecins savent que les médicaments sont des substances plus ou moins toxiques et donc avec des effets secondaires. Alors, les effets secondaires, ce sont des effets iatrogéniques. Voilà, un médicament est iatrogène. Elle va causer une maladie si on continue à en prendre, c'est évident. Alors, la naturo intervient avant le feu. Elle peut intervenir pendant le feu. S'il y a un petit feu, tout va bien. Si le feu prend la maison, il faut vite appeler les pompiers, là. Voilà, entre un petit feu et un grand feu. Bon. Et quand la maison a été abîmée, c'est l'organisme, eh bien, il va falloir tout reconstituer, tout réparer. Eh bien, c'est la naturopathie qui peut le faire. Donc la naturopathie intervient surtout avant, surtout après, mais elle peut aussi intervenir pendant. Voilà. Et quand elle intervient pendant, elle utilise les mêmes techniques hygiéniques. Alors justement, dans la naturopathie, je sais qu'il y a des débats des fois entre à quel moment on reste sur une approche hygiénisme ou à quel moment on intervient. Quel est justement le repère là ? Quand les gens veulent être en bonne santé ou qu'ils veulent rester en bonne santé, ils vont chez l'hygiéniste. On appelle ça des coachs en hygiène de vie. Et eux font de la prévention, c'est-à-dire ils ne traitent pas de malade. Mais quand le malade est malade,
ça relève de la naturo. La naturopathie a deux volets. Un volet hygiénique et un volet donc de prévention et un volet de curation. Quand le malade est malade, eh bien, ça relève de la curation. Donc on va traiter le malade. On fait de la naturopathie, de la médecine. On fait de la médecine. Parce que la naturopathie, c'est de la médecine. C'est de la médecine à part entière. Comme aux États-Unis, au Canada, en Australie, dans tous ces grands pays démocratiques et libéraux, la naturopathie est officielle. Aux États-Unis, vous avez un doctorat en médecine naturopathique, reconnu par l'État. C'est un diplôme d'État, de médecin naturopathe. On n'a pas besoin d'être médecin allopathe pour devenir médecin naturopathe. C'est une médecine à part entière, qui a été d'ailleurs reconnue par le Parlement européen en 1997 et quelques années plus tard par l'OMS, qui a reconnu que la naturopathie était supérieure à l'allopathie. Ah oui, c'est l'OMS qui l'a dit. Donc, au Canada, vous avez un diplôme d'État de médecin naturopathe. Vous allez en Australie, vous avez un diplôme d'État de médecin naturopathe, et ainsi de suite. Donc, la naturopathie... Qu'est-ce qui freinerait en France, alors? Comment? Selon vous, là, selon votre analyse, qu'est-ce qui fait qu'en France, on n'a pas encore accès à ça, à un diplôme d'État? Eh bien, quand le Parlement européen a voté la reconnaissance officielle de la naturo dans tous les pays de l'Union, la France et l'Italie ont voté contre cette reconnaissance officielle. Ce n'est pas pour autant que la naturopathie n'a pas été reconnue dans tous les pays, y compris en France et en Italie. Mais en Italie et en France, ils ont une tendance un peu fasciste, ce qui veut dire que dès qu'on touche à la médecine est dictatoriale, seule l'allopathie, nous sommes dans le pays de Pasteur. Pasteur a dit que c'était le microbe qui faisait les maladies infectieuses, alors que c'est le terrain infectieux qui fait l'infection. Ah, vous m'amenez à ma prochaine question, justement. Voilà. Alors, je voulais parler de ça, entre le microbe et le terrain. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu cette notion? Claude Bernard, le docteur Claude Bernard, qui est toujours un des plus grands physiologistes de tous les temps, puisque c'est lui qui a découvert presque toutes nos fonctions organiques. Et c'est le père de la médecine expérimentale en même temps. Claude Bernard a dit le terrain est tout, le microbe n'est rien. Alors qu'est-ce que c'est que le terrain? Mais le terrain est à la fois psychologique et biologique. Alors sur le plan biologique, le terrain c'est quoi? Eh bien c'est tous les liquides physiologiques, moraux, constitués par le sang, la lymphe, les fluides laculaires. Et nous sommes en quelque sorte un bouillon de culture de nos propres cellules. C'est dans ce bouillon que nos cellules puisent leur nourriture et rejettent leurs déchets de leur activité. Et pour éliminer ces déchets, l'organisme a prévu des émonctoires, les 4 grands émonctoires, que sont l'intestin, les reins, les poumons, la peau. Voilà. Donc, quand le régime alimentaire et quand le mode existentiel est anti-hygiénique, anti-biologique, comme je vous l'ai dit, il y a un encrassement de ce liquide interne, donc le bouillon de culture devient pollué et nous avons un terrain organique pollué. Et quand Claude Bernard dit « c'est le terrain qui est tout et pas le microbe », il a tout à fait raison, parce que ce n'est pas le moustique qui fait le marécage, c'est le marécage qui donne naissance au moustique. Les médecins allopathes ont toujours cru que notre microbiote, notre flore microbienne intestinale, venait de l'extérieur. En réalité, en tant que biologiste, là je parle en tant que biologiste, je dis que notre microbiote est fabriqué par nous.
Donc nous fabriquons notre propre microbiote à partir de nos éléments libres, qui sont fermentescibles et qui font partie de tout un système enzymatique, catalytique. Et notre microbiote est là pour nous débarrasser, nous aider à éliminer nos déchets. Et notre microbiote est constitué donc de microbes, mais qui sont des microbes saprophytes, des éboueurs. Et on a tendance à lutter contre les microbes intestinaux, avec notamment des antibiotiques, qui les tuent bien sûr. C'est comme si on tuait les boueurs qui viennent vider vos poubelles. Donc, quand Claude Bernard dit « le terrain est tout, le microbe n'est rien », il a raison. Parce que, qu'est-ce qui se passe au niveau de notre microbiote? Lorsque vous mettez dans le tube digestif quantité de poison venant des aliments, des alcools, du tabac, des médicaments, des overtoniens, que sais-je. La pollution aussi, oui, tous les résidus d'engrais chimiques, de pesticides, d'hormones de croissance, d'OGM, d'antibiotiques vétérinaires. Bref, ce sont des résidus toxiques. Quand vous mettez tout ça dans votre tube digestif, eh bien, vous allez provoquer une dégénérescence de certains éléments du microbiote. La dégénérescence va se traduire par une mutation. Et la mutation va donner naissance à une bactérie pathologique que l'on dit pathogène, mais qui est pathologique en soi. Donc c'est un saprophyte malade. Et un saprophyte malade, c'est un microbe pathologique. Il n'est plus physiologique. Il n'est plus saprophyte et boueur. Vous voyez ce que je veux dire? Et comme il est malade, il sécrète, lui, des toxines propres à sa maladie, qui empoisonnent l'organisme. Et si on continue à dégénérer le microbe pathologique, il devient un virus. C'est ce qui se passe actuellement. Ce qui veut dire que les virus, on les a dans l'intestin. On croit que ça vient d'ailleurs, mais nous les fabriquons nous-mêmes. Alors on lutte contre le microbe externe, au lieu de nettoyer la tripe, comme je dis, en parlant un peu prosaïquement. Voilà, donc, la naturopathie, c'est faire de l'hygiène interne, et avant tout, c'est de nettoyer la tripe, l'intestin. C'est de provoquer la vidange intestinale. De se purger. Purger, voilà, comme quand on vidange un moteur d'automobile. Que fait un mécanicien quand vous amenez votre voiture dont le moteur cogne? Mais qu'est-ce qu'il fait? Quel est le premier geste qu'il fait? Mais il vidange le moteur. Il ouvre le moteur et il enlève la calamine, cette graisse épaisse, dure, qui bloque les rouages. Et souvent, il suffit de tout nettoyer, de remettre le moteur, et il se met à tourner tout seul. C'est pas très compliqué finalement à comprendre. Bon. Quelle serait selon vous l'alimentation idéale? Parce que là aussi, il y a beaucoup de débats en naturopathie. Alors, entre les produits animaux, pas de produits animaux, le tout cru, le cru, quel type de dosage? Enfin, ce serait quoi pour vous la meilleure alimentation pour maintenir sa santé? L'être humain est un animal. Et c'est un animal anthropoïde. L'être humain, finalement, c'est un singe. Anatomiquement et physiologiquement, nous sommes constitués comme les singes qui vivent naturellement dans la jungle. Et tous les animaux de la planète, eh bien, mangent tout cru. Et ils mangent ce pourquoi ils sont constitués anatomiquement et physiologiquement. Vous ne ferez pas vivre des lions et des tigres, par exemple, en leur donnant à manger de l'herbe. Vous ne ferez pas vivre des bovins en leur donnant à manger de la viande. Vous me suivez? Bon, eh bien, chacun est fait pour une alimentation à la fois spécifique et naturelle, c'est-à-dire crue. Alors, en biologie, il y a une règle qui est toute simple. Tout ce que
nous pouvons manger cru, et que ce cru soit spécifique, propre à notre anatomie et à notre physiologie, eh bien, ça peut être consommé. Et tout ce qui nécessite le trucage de la cuisson ne doit pas être consommé, parce que la cuisson est un trucage. Nous faisons cuire des faux aliments pour pouvoir les consommer. Mais si on ne les fait pas cuire, on ne peut pas les consommer. Le feu est une invention humaine qui a été mise au service de la gourmandise et de la gastronomie. Donc, le régime idéal d'un être humain, c'est de manger tout cru et que des aliments pour lesquels il est fait. Et l'homme est un singe. Donc, l'homme est un grand frugivore, comme les singes vivant dans la jungle. Mais les anthropoïdes, les singes, qui sont des anthropoïdes, ne sont pas que des frugivores. Ce sont aussi des moyens herbivores et ils mangent des pousses tendres, des pousses végétales très tendres. Ils mangent des racines sucrées. Et ils sont aussi des tout petits carnivores parce qu'au hasard des rencontres, eh bien, ils vont manger l'œuf et ils vont manger le poussin qui est dans l'œuf. C'est leur petit carnivorisme. Mais on s'est rendu compte aussi qu'il y avait tout un groupe de singes qui vivent au bord des côtes chaudes, qui attendent la marée basse et qui vont cueillir des huîtres, des palourdes, des moules, etc. Et ils les cassent et ils mangent la chair crue. C'est du petit carnivorisme. Et le petit carnivorisme humain, il est non sanglant. Il n'y a pas de sang. Ce n'est pas du viandisme. C'est du petit carnivorisme. Alors l'être humain, eh bien, pourrait très bien se nourrir, si vous voulez, rien que de coquillages, de crustacés, d'œufs, de fromage, de brebis et de chèvres, fabriqués au lait cru, bien sûr. On n'aurait pas besoin de tuer les animaux, bien sûr. Voilà, donc, tout ce qui peut se manger cru peut être mangé, et tout ce qui ne peut pas se manger cru, ben, ne doit pas être mangé. Et quelqu'un qui mange ce pourquoi il n'est pas fait, eh bien, il introduit en lui des faux aliments qui ne lui apportent pas d'énergie, qui l'encrassent et même qui le dévitalisent, parce qu'il faut bien puiser dans nos réserves la force vitale pour pouvoir expulser le faux aliment. Donc, non seulement l'aliment ne nous apporte pas l'aliment cuit, ne nous apporte pas d'énergie, mais puise en nous de l'énergie pour pouvoir l'expulser. Écoutez, c'est simple à comprendre. Si vous prenez un œuf cru et que vous le mettez sous le ventre d'une poule, ça va donner naissance à un poussin. Mais si vous faites bouillir l'œuf, ne serait-ce que pendant 30 secondes, et que vous le mettez sous le ventre d'une poule, ça ne donnera pas un poussin. Donc la cuisson tue la vie. Et il n'y a que la vie qui peut entretenir la vie. Parce que l'aliment cru, c'est un aliment vibrant, qui est chargé d'ondes, de champs radiants bioélectromagnétiques. Et c'est cette force vitale qui nourrit notre matière. Et cette force vitale, elle est catalysée, assimilée par notre force vitale intrinsèque. Il y a deux forces vitales. La force vitale extrinsèque venant de l'extérieur et une force vitale intrinsèque venant de notre milieu interne, d'origine subconscientielle, c'est-à-dire qui s'exprime à travers le subconscient, lequel subconscient s'exprime à travers le système neurovégétatif et hormonal, donc à travers aussi nos liquides neurophysiologiques comme le sang, la lymphe, les fluides lacunaires. Et c'est cette force vitale intrinsèque qui catalyse et qui assimile la force vitale externe, qui est un champ bioélectromagnétique. Vous me suivez? Oui. Donc, si vous avez suffisamment de force vitale intrinsèque, vous pouvez assimiler
l'énergie venant de l'extérieur, si vous n'avez plus de force vitale intrinsèque, que vous êtes complètement dévitalisé, vous ne pouvez plus assimiler même les champs bioélectromagnétiques venant apportés par les aliments. Je connais quelqu'un qui mange tout cru, mais qui a un mental tellement corrompu. D'abord, il sent mauvais à 15 mètres, on ne peut pas s'en approcher, tellement qu'il sent mauvais, il tue les mouches à 15 mètres. Dès que les mouches s'approchent, elles sont asphyxiées. Eh bien, il a beau mettre en lui tous les aliments crus qu'il veut, il ne peut pas les digérer parce qu'il est mentalement mauvais, vous voyez ? Il est mentalement dévitalisé. Il critique, il est médisant, il dit tout le temps des saletés sur les uns, sur les autres. Bref, alors il a une haleine de chacal, bien sûr, donc parce qu'il ne digère plus rien. Donc, si on veut bien assimiler les énergies des aliments crus, on a intérêt à être bien vital là-dedans. D'où nécessité de se surveiller et de ne pas brasser, susciter en nous des idées négatives, des idées de colère, de ressentiment, de jalousie, de haine. Bon. Alors justement, ça m'amène à cette question. Vous avez écrit plusieurs livres, notamment Les clés du succès pour réussir sa vie, c'est un exemple, mais il y en a d'autres, qui vraiment m'amènent à cette idée, de cette question, la naturopathie est-elle holistique, justement, l'approche de la naturopathie, en quoi est-elle holistique, en quoi est-ce qu'elle peut être reliée justement à l'approche psychologique ou même à la spiritualité? Alors la naturopathie, elle est holistique du fait même qu'elle s'occupe du psychisme comme de l'organique, du soma. Et la naturopathie, c'est une médecine, c'est une hygiène et une médecine psychobiologique. L'être humain n'est pas qu'un objet par son corps physique, il est également sujet par son mental. Et donc la naturopathie s'occupe de corriger le mental et le corps physique, comme je vous l'ai déjà dit. Donc c'est une médecine holistique. Alors, quelle est son approche avec la psychothérapie? Mais la psychothérapie, d'abord en naturopathie, on ne fait pas une psychothérapie de type freudien. On fait une orthopsychothérapie. Alors qu'est-ce que c'est qu'une orthopsychothérapie? C'est d'abord, avant de faire une orthopsychothérapie, on fait une psychoanalyse. On va analyser le contenu mental de la personne, on va faire une introspection, une autocritique. Ce qui nous intéresse, quand on veut faire une orthopsychothérapie, c'est les sentiments que vous suscitez en vous, les sentiments négatifs que vous suscitez en vous. Dès l'instant où on sait que vous êtes, par exemple, belliqueuse, eh bien, il va falloir mettre à côté un sentiment contraire qui ne va pas supprimer, mais qui va réduire le côté belliqueux. En d'autres termes, l'être humain se déséquilibre en psycho parce qu'il est tantôt à gauche, tantôt à droite, c'est une bascule, et la naturo vise à stabiliser le mal par rapport au bien. On va mettre autant de bien qu'il y a de mal. Et en ajoutant le bien, on réduit le mal. Il faut donc un juste milieu. Le juste milieu, c'est quand les deux plateaux de la balance sont bien équilibrés par les deux sentiments au même niveau. C'est la perfection. Si l'homme arrivait à cet état de neutralité mentale, il serait parfait. Ça serait la perfection. Et comme il serait parfait, eh bien, il redeviendrait un Dieu comme à l'origine, et un Dieu éternel.
Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est là le lien que vous faites entre la naturopathie et la spiritualité. C'est vraiment cette quête de centre en fait, hein, trouver son propre centre intérieur, trouver Il faut l'équilibre. revenir dans le juste milieu. C'est dans le juste milieu qu'est la vérité, la logique, et c'est dans le juste milieu que se trouve le soleil de la vie. Donc, quand je suis dans le juste milieu, je suis dans le soleil de la vie. Quand je penche trop à droite, je suis dans les ténèbres. Quand je penche à gauche, je suis dans les ténèbres. Je ne suis plus dans la lumière. Et la vie, c'est la lumière. Et la mort, c'est les ténèbres. Donc, sur le plan de la spiritualité. Alors là, je crois que dans la tête des gens, il y a une très grande confusion. Dès qu'on parle de spiritualité, les gens pensent religion. Eh bien, c'est pas ça du tout. La religion, c'est essayer de se relier à un Dieu externe, à nous. Un Dieu qui aurait fabriqué le cosmos, les planètes, etc. Un Dieu externe. En réalité, notre Dieu, il est interne. C'est notre propre force vitale, c'est notre vie, c'est notre conscience. Voilà. Et donc, quand on parle de spiritualité, en règle générale, on parle de religion catholique, protestant, bouddhiste, mahométan, musulman, que sais-je. Nous, en naturopathie, quand on parle de spiritualité, eh bien, si vous décomposez le mot spirituel, eh bien, vous trouvez le mot spire, rituel. C'est donc un rituel du spire. Et qu'est-ce que le spire? Ben, c'est le fait d'inspirer. Et quand vous inspirez, vous êtes dans le spire. Vous inspirez quoi? Ben, la force vitale, cosmique, immatérielle, métaphysique. Et c'est cette force vitale, inspirée, respirée par le nez, en réalité par le rhinencéphale, qui est relié au cerveau au niveau du système limbique, qui nourrit notre subconscient de la force vitale cosmique. Ça nourrit le subconscient. Donc, respirer, et respirer selon un rituel, c'est faire de la spiritualité. C'est très proche de. Ce que vous dites est très proche de toutes les approches asiatiques, de spiritualité Absolument. asiatique, taoïste. Lorsque bouddhiste. une personne qui fait du vrai yoga, du yoga royal, du bouddhisme, etc., il attache une importance capitale à la respiration nasale. Et il respire par une narine, par l'autre, etc. Et il reste très concentré sur cette respiration qui revitalise l'organisme et qui permet à l'organisme aussi de se désintoxiquer, bien entendu. Alors pour nous, la spiritualité, quand on dit de quelqu'un, il est inspiré, il a des idées de génie, il est inspiré, il est inspiré. Mais inspirer, c'est remplir le poumon. C'est inspirer. Et inspirer, c'est absorber la force vitale cosmique qui va régénérer notre propre système neurovégétatif et hormonal. Alors merci parce que du coup ça m'amène à toute ma curiosité sur votre vie et sur votre parcours, sur cette inspiration justement de vie que vous avez, parce que vous avez un parcours très impressionnant. Donc est-ce que vous pourriez nous parler un peu de vous maintenant et nous expliquer d'où vous est venue justement cette inspiration, d'où vous est venue votre vocation, votre appel pour la médecine? Parce que je crois que ça vient de loin pour vous, dès l'enfance, hein, ça a apparu dans votre vie. Bon, alors, il est bien évident que pendant la guerre, la dernière guerre de 1945, qui a duré 5 ans, à l'époque, je devais avoir une douzaine d'années. Et pendant 5 ans, on a crevé de faim.
Et comme on a crevé de faim, on était en rayon, il n'y avait rien à manger, tout était rationné, on a passé notre temps à chaparder. Et bien, aller voler des carottes chez le voisin, aller lui manger les cerises sur l'arbre, que sais-je. On a passé notre temps à chaparder. Et à manger des saloperies, puisque à l'époque, notre boulanger, le boulanger, lui, il faisait la tournée avec une camionnette et il allait chez les gens, enfin, dans des endroits où les gens se rassemblaient, et puis il prenait le ticket et en fonction du ticket qu'on vous donnait, il vous donnait une ration de pain. Mais ce pain était fabriqué à la fois avec de la farine de blé, et aussi avec de la sciure de bois. Et oui, alors il faisait un double pain. Et ce double pain était vendu au marché noir. Alors tout le monde mangeait du pain à la sciure de bois. Alors l'organisme se défendait comme il pouvait pour expulser cette sciure et à travers la peau, avec des démangeaisons épouvantables, un prurit terrible qui faisait qu'on se grattait jusqu'au sang. Et comme ça s'infectait, vu qu'on était carencé en tout, et non seulement carencé, mais empoisonné, eh bien, ça brûlait. C'est-à-dire, là, il y avait des croûtes. Et puis on était des morveux, avec la moukir, vous voyez. On nous appelait les morveux, parce qu'on était plein de morts. Et on était malades, finalement. Et à la fin de la guerre, eh bien, on s'est mis à manger pour le tout. Et quand j'ai eu 15 ans, là, j'ai fait une polyarthrite chronique évolutive. Ma colonne vertébrale me faisait un mal de chien, j'étais complètement dévitalisé, décalcifié, déminéralisé. Tout était effondré. Et mes articulations, il n'y a plus de disque intervertébraux, il n'y a plus rien. On était rongé de l'intérieur. Et là, je me suis mis à souffrir de la polyarthrite chronique évolutive. Et puis, il y avait un copain de mon âge qui souffrait de la même maladie. Et son père tenait une boutique de primeurs. Il vendait des légumes, des pommes de terre, etc. Et on avait entendu dire que dans le Morbihan, en Vendée, il y avait un monsieur, le docteur Rouget, en Vendée, qui avait inventé un produit contre l'arthrite, la polyarthrite, et on a décidé d'aller voir ce toubib. Alors, mon copain dans la voiture avec son père, et moi derrière, assis entre des sacs de patates. Et la camionnette était grande ouverte, il faisait un froid de canard, c'était en plein hiver. Et c'était dans les années 46-47. Et on va voir le docteur Rouget. Le docteur Rouget ne voyait que des bras qu'on lui présentait ou des fesses, et il passait son temps à remplir sa seringue avec un produit, une énorme seringue, avec un produit qui ressemblait à du yaourt un peu liquide. Et il nous injectait ça. Ça nous brûlait tellement, ça nous faisait une boule énorme, qu'on tombait dans les pommes. Et alors, par terre, il y avait plein de matelas et plein de gens couchés dans les pommes. Et au retour, en revenant du Morbihan sur Bordeaux pour aller ensuite à Pauillac, dans le Médoc, je vois, par la camionnette qui était ouverte, sur la gauche, un immense panneau méthode naturelle de santé du biologiste Marchesson, 53 cours de la Marne. Et alors je dis à ma mère, amène-moi vite voir ce biologiste. Et le biologiste, c'est Marchesson, le professeur Marchesson. C'est comme ça que j'ai connu Marchesson en 1947. Quand je suis arrivé chez lui, il consultait aux 53 cours de la Marne à la clinique Saint-Jean. Clinique Saint-Jean. Il était propriétaire de la clinique Saint-Jean.
Et quand je suis rentré, je ne pouvais même pas rentrer parce que la porte était bloquée par une quantité de gens dans le couloir, dans l'escalier, sur la plateforme. Et au bout de la plateforme, il y avait 3 secrétaires qui tapaient à la mitrailleuse, qui tapaient les consultations et qui vendaient les produits, les bouquins, etc. Et lui, il recevait avec Madame Latasse et lui, dans les 2 bureaux qui étaient là. Et en face, il y avait des salles de soins, de kinésithérapie, de balnéothérapie, d'acupuncture, etc. Une clinique. Et quand je suis rentré dans son bureau, Marchessault me dit « Qu'est-ce que t'as, mon petit ?» Il m'a toujours appelé mon petit. Il avait 21 ans de plus que moi. C'était un magnifique homme, un magnifique gaillard. Et je lui dis « Ben voilà, je souffre de polyarthrite chronique évolutive. » Il me dit « C'est rien, tu verras. Dans 3 mois, tu vas courir comme un lapin. » Alors il m'a prescrit 3 ou 4 bricoles. Et puis ces bricoles, c'était quoi? C'était nettoyer la vésicule biliaire, l'intestin, et puis quelques revitalisants. Et voilà. Et 3 ou 4 mois après, mais je n'avais plus de polyarthrite chronique évolutive. Et puis, comme entre-temps, je faisais le compagnonnage. Vous avez été compagnon Compagnon, on dit compagnon du devoir. ouais. Enfin bref, j'étais ébéniste, sculpteur sur bois. J'avais fait 3 ans d'apprentissage, 2 ans de petit ouvrier, et puis 1 an ou 2 d'ouvrier qualifié. Et puis, comme c'était la fin de la guerre et qu'on a sauté sur l'alimentation, on s'est mis à boire du lait de vache cuit, avec la belle crème épaisse dessus, à manger de la saucisse cuite, avec du jus de saucisse dans la purée de pommes de terre, enfin bref, du pain, des gâteaux, de la crème. Enfin, bon. Et alors, on était constipés, moi-même je n'allais à la selle que tous les 3 ou 4 jours, et là-dessus j'ai fait une septicémie. Et Marchessault m'avait dit, avant de me libérer, quand j'avais été le consulter, 1 an avant, il m'avait dit, mon petit, tant que tu élimines, que tu expectores, que tu transpires, que tu évacues tes selles, et que tu craches, que tu transpires, tant que tu élimines, tu es sauvé. Le jour où tu n'élimines plus, tu es foutu. Et ça, c'était rentré dans ma tête. Et je lui avais acheté 3 livres, La médecine par la santé par la médecine, Les cures d'eau, et un bouquin de Georgia Knapp, Comment rajeunir, préfacé par le professeur Marchessault. Et j'avais lu tout ça très attentivement, et je connaissais ça, tout ça par cœur. Et puis donc, je fais une septicémie, ça s'infecte. Dans votre bras? Le bras gauche, et la gangrène avait pris et monté jusqu'ici, et la main droite. La gangrène. Et me voilà en train de trembler, avec 42 de fièvre, mes parents affolés, il était 11h, 11h30 du soir, et elle appelle le docteur Dubuc, médecin chirurgien des hôpitaux de Bordeaux, qui traitait à Pauillac. C'était notre médecin de famille, le docteur Dubuc à Pauillac. Et voilà que le docteur Dubuc vient, et il me dit, nom de Dieu, il me dit, tu fais une gangrène, et je suis obligé de t'amputer demain matin, tu vas mourir. Si je ne t'ampute pas le bras et la main, tu vas mourir. Alors je vais te faire une piqûre de streptomycine, ça ne va pas te guérir, mais ça va éviter d'aller plus loin, de s'aggraver. Parce que si ça monte plus haut, on ne fait plus rien. Donc c'est à peu près jusqu'ici. Et donc me voilà gangréneux, en train de faire une fièvre de cheval, et je dis à ma mère, écoutez, foutez-moi la paix, va vite me chercher à la pharmacie de garde 2 bouteilles de limonade allemande. Alors là, c'est un purgatif, c'est un remède de cheval. Et alors, je dis, vous me foutez la paix, laissez-moi avec ma limonade allemande, allez dormir, laissez-moi tranquille. Et on m'avait mis un feu avec de l'eau à bouillir, et puis une pile de serviettes éponges pour pouvoir faire des enveloppements chauds
pour vasodilater. Plus on met de chaud et plus on vasodilate, pour que le sang puisse se remettre à circuler. Et me voilà assis sur le seau, évidemment, en train de me vider. Boire la limonade, me vider. À tel point que je me vidais, à un moment donné, je me suis dit, demain matin, à ce régime-là, il ne restera plus que mes godasses devant le seau. Oui, j'avais de l'humour à l'époque, un peu plus qu'à présent. Et donc, je me vide et je continue à boire de l'eau, bien sûr. Je n'ai pas mangé, évidemment. Et je continue à faire mes enveloppements. Et à 4 heures du matin, tout d'un coup, plus de fièvre. Un immense bonheur. Parce que c'est terrible de trembler. On entendait mes dents claquer à 15 mètres. Et donc, à 4 heures, plus de fièvre. J'ai donc continué à boire la deuxième bouteille de limonade allemande, et continué à boire, et à remplir mon seau, bien sûr, parce qu'il y en avait là-dedans enlevé. Il y avait des stases fécales en putréfaction qui étaient cause justement de la septicémie. Et donc, j'ai attendu encore 2 heures à faire toujours mon pansement, et puis au bout de ce laps de temps, j'ai commencé à faire ça sur ma peau, et j'ai vu que sous la peau, ça gargouillait dans tous les sens. Il y avait plein de saloperies. Alors j'ai flambé la lame d'un couteau, j'ai planté le couteau devant mon biceps, j'ai soulevé la peau, avec la lame de couteau, j'ai coupé tout le long. Et je suis tombé par terre, et donc je me suis dégagé un peu de tout ça, et j'ai fait ensuite une compression, un pansement compressif, pour éviter que ça continue à saigner. Et puis, ça, je l'ai fait à 6 heures le matin. Et à 8 heures, le docteur Dubuc rentre dans la cuisine. Et là, il a vu ce pansement plein de sang. Il l'enlève, il me dit, « Oh, mais comment tu t'es fait ça ?» Et bien, je lui dis, « J'ai donné un coup de couteau après avoir fait ça. » Il me dit, « Ça ne m'étonne pas de toi. » Parce qu'il savait qu'à l'époque, je farfouillais dans tous les livres de phytothérapie. J'ai toujours été intéressé par les plantes, etc. Mais ça ne m'étonne pas de toi. Donc il me dit, tu ne fais pas de fièvre. Parce qu'il est venu avec l'ambulance et l'ambulancier. Pour l'amputation. Pour venir me chercher. Alors il me dit ceci, puisque tu ne fais pas de fièvre, que ta fièvre est tombée, je te donne un jour de plus. Mais si demain matin tu me refais de la fièvre, eh bien demain matin, je viendrai à la même heure et je suis obligé de t'emmener pour t'amputer. Et donc, c'est comme ça que je me suis sauvé et que j'ai gardé mon bras et ma main. Alors, je suis resté pendant 7 ou 8 mois avec, à l'intérieur de la main, des 2 mains, une énorme boule comme un œuf de Cannes, ou même comme une balle de tennis. Et je dis au docteur Dubuc, on ne peut pas donner un coup de bistouri, enlever tout ça. Il me dit surtout pas, c'est un œdème de guérison. Les œdèmes de guérison, aujourd'hui, les médecins allopathes, ils ne savent pas ce que c'est. Mais à l'époque, les médecins étaient assez naturopathisants, puisque le docteur Dubuc, quand il venait nous voir et qu'on était malade, il nous disait au lit, la purge à l'huile de ricin, bouillon de légumes, mais pas les légumes, bouillon de légumes, et huile de foie de morue. Ils étaient assez naturopathisants à l'époque, et donc ils comprenaient la notion de purgation, de vitamine A, D, anti-infectieuse, etc. Vous me suivez ? Oui. Voilà l'histoire de la polyarthrite chronique et de la gangrène. Alors, professeur Jovet, vous avez fondé l'Université des sciences de l'homme et de l'environnement. Est-ce que vous pourriez nous en parler, nous dire quelques mots sur cette université ? Oui, donc c'est un établissement d'enseignement supérieur libre, inscrit bien sûr au rectorat de l'académie, donc on fonctionne sous le contrôle pédagogique de l'État. Alors, on donne un enseignement supérieur en naturopathie sur 4 ans, mais également un enseignement d'hygiène de vie sur 2 ans pour faire des coachs en hygiène de vie. Alors les coachs en hygiène de vie peuvent faire de l'hygiénisme après avoir fait 2 années d'études chez nous et avoir obtenu un diplôme
de coach en hygiène de vie niveau licence. Et puis ensuite, le coach en hygiène de vie, qui ne s'occupe que de la prévention, eh bien, s'il veut aller vers la curation, soigner des malades, eh bien, il fait 2 années de plus pour aboutir à un diplôme de formation supérieure en naturopathie, niveau doctorat. Et comme nous travaillons en coopération avec les universités étrangères affiliées qui reconnaissent notre enseignement et nos diplômes, et nos étudiants qui ont fait le doctorat, le niveau doctorat, le diplôme niveau doctorat, ont la possibilité d'obtenir le doctorat qui sera délivré par une université américaine ou canadienne ou même anglaise. Donc ce sera un niveau doctorat en France et un vrai doctorat reconnu dans ces pays-là. Voilà. En fait. C'est un vrai doctorat reconnu dans les pays en question. Ce qui permet d'ailleurs à nos étudiants d'aller même travailler aux États-Unis ou au Canada ou en Australie ou ailleurs avec le doctorat en question. Alors bien sûr, on est reconnu officiellement par ces gens-là. Alors on donne donc 2 ans d'études pour être coach en hygiène de vie, 4 ans pour faire le diplôme niveau doctorat. Voilà. Et donc nous formons des gens, c'est un enseignement supérieur. Alors évidemment, il faut travailler la naturo. Et il faut passer au moins 2 heures par jour derrière. Et celui qui étudie réussit, celui qui n'étudie pas ne réussit pas. Voilà, moi-même, il m'est arrivé de faire 18 heures de travail par jour. Mais qu'est-ce que vous voulez? Quand on veut réussir, on me disait tout à l'heure, qu'est-ce que c'est que réussir dans la vie? Ben, c'est réussir à réaliser toutes nos ambitions. Qu'est-ce que c'est que réussir sa vie? Vous avez posé la question. Oui. Qu'est-ce que c'est que réussir sa vie? Mais c'est réussir à ne pas mourir du tout. À redevenir un Dieu, comme à l'origine. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler, parce que ça relève de la philosophie, et ça ne peut être réservé qu'à des gens qui veulent comprendre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas comprendre. Est-ce que vous auriez des exemples de guérison, peut-être un peu spectaculaires, de naturopathie, de guérison justement un peu inattendue, comme ça, a priori, quand on a un regard plus conventionnel sur la médecine? De guérison. Moi, je ne guéris personne. Je donne une clé à la personne et c'est la personne qui la met dans sa serrure et qui fait l'effort. Sinon, ma meilleure ordonnance ne sert à rien. Alors moi, je ne guéris personne, c'est la personne qui se guérit elle-même en appliquant nos méthodes. Alors, quelles sont les guérisons spectaculaires? À part ce fameux diabétique qui avait 9 grammes de sucre dans le sang. Et une fois, une dame vient me voir et elle me disait, regardez dans quel état je suis. Elle était énorme, ça ballottait dans tous les sens. Quand elle était debout, toute nue, on ne lui voyait pas le sexe parce que son ventre tombait sur le devant des cuisses, elle était énorme. Elle avait des varices gros comme le pouce, on aurait dit un serpent. Et elle me dit, écoutez, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Parce que personne ne veut de moi. Il n'y a aucun homme qui veut de moi. Alors je lui dis, Madame Untel, vous êtes propriétaire d'une villa à la campagne, parce qu'elle était très riche. Et vous accepteriez que je vous enferme pendant 1 mois? Et je l'ai enfermée pendant 1 mois, au premier étage, et tous les 2 jours, je lui amenais la purge. Une purge drastique tous les 2 jours, qu'elle buvait devant moi. Et cette personne, au bout d'1 mois de jeûne, c'était un jeûne très long, uniquement à l'eau, bien sûr, elle avait tout le confort, hein, peignoir, télévision en noir et blanc à l'époque, la musique classique, elle avait tout. Elle avait tout le confort. Et au bout d'1 mois, elle me dit, ce qui m'étonne, docteur, ce ne sont pas les 22 kilos de surcharge que j'ai éliminés. C'est normal. Au bout d'1 mois, comme je n'ai pas mangé, ce qui m'étonne le plus, c'est le fait que je fais tout le temps à la selle
Et d'où sortent toutes ces matières fécales noires, comme du charbon, qui sentent la fosse septique à 100 mètres. Mais je dis, madame, qu'est-ce que vous croyez, tous ces ventres bidonnants, ces grosses bedaines? Eh bien, l'intestin, au lieu d'être gros comme le pouce, enfin comme le poignet, eh bien, on voit des côlons, et même on a vu chez une personne qui a été autopsiée, un côlon de 30 cm, avec 43 kilos de matière fécale. 43 kilos de matière fécale. Alors je dis, madame Intel, quand je vous donne une purge, j'enlève une couche. Quand 2 jours après, je vous donne une autre purge, j'enlève une deuxième couche, puis une troisième, quatrième. Je vous ai enlevé en un mois 15 couches. Mais elle me dit, je continue à avoir des gaz, des ballonnements. Mais je lui dis, c'est parce que vous avez encore des couches à éliminer. Les gens ne se rendent pas compte de la quantité de matière fécale que l'on peut accumuler, et cette matière fécale s'encroute, se dessèche, se déshydrate. Et là, c'est un lieu de moisissure, de fermentation putride, et c'est un lieu de culture microbien, viral, tout ce que vous voulez. Après, on s'étonne d'être malade, mais la maladie, elle est dans l'intestin. Voilà. Alors merci pour tous ces souvenirs, c'est vraiment très intéressant. Et puis pour clôturer cette interview, parce qu'on arrive à la fin, ce que j'aimerais savoir, c'est si vous avez des clés, des conseils à donner pour les gens qui nous regardent, des clés pour mieux vivre en fait, tout simplement. Est-ce que vous arriveriez à nous résumer en quelques points clés qu'on pourrait retenir, avec quoi repartir? Oui, c'est tout simple finalement. Il faut apprendre à penser à l'endroit positivement. Parce que si on pense négativement, on fabrique en nous des poisons. Et puis on met à l'envers tout le système hormonal. Donc il faut apprendre à penser positivement. C'est la chose la plus difficile à faire, mais au début c'est difficile. Comme quand on apprend à conduire une voiture automobile. Au début, on est perdu, on a le volant, les pieds, il faut regarder derrière, à gauche, à droite, devant, on est perdu. Mais à la deuxième séance, troisième, quatrième et à la 10e séance, on conduit automatiquement, on est en pilotage automatique. Donc au début, c'est difficile de se surveiller, de surveiller ses sentiments. Mais il arrive un moment où par la suite, instinctivement, on ne pense plus que positivement. Et on ne supporte plus les gens qui pensent négativement. Alors, évidemment, ça réduit un peu le nombre de fréquentations, assurément. Alors il faut d'abord apprendre à penser à l'endroit, positivement, symétriquement, qu'on ne soit pas en décalage dans la bascule. Oui, le plus juste possible. Alors il faut aussi apprendre à manger et à boire orthobiologiquement, c'est-à-dire selon la loi de la naturalité et de la spécificité. On est fait pour manger des aliments naturels, et les aliments naturels, ce sont les aliments crus. Et la spécificité, ce sont les aliments, c'est pourquoi on est anatomiquement et physiologiquement organisé. Donc celui qui mange cru et spécifiquement, eh bien il mange juste. Voilà. Et puis bien sûr, il faut boire de l'eau, et non pas du vin, des alcools. Marchesso avait l'habitude de dire « Celui qui boit de l'alcool est un fou, celui qui boit du vin est un faible, et celui qui boit de l'eau est un sage. » Voilà ce que disait Marchesso, et il avait raison. Alors, il faut aussi apprendre à vivre à l'endroit. Alors, vivre à l'endroit, c'est quoi? C'est refuser de mettre en soi du tabac, de l'alcool, des sucreries, tout ce qui est mauvais pour la santé. Et puis c'est aussi faire de la culture physique, avec des poids haltères, pour bien transpirer, s'oxygéner, s'essouffler, faire travailler ses poumons, faire travailler son rhinencéphale, par la respiration. C'est respirer, en fait. C'est respirer la vie. Et puis, bien sûr, pas d'abus orgasmique. Pas trop d'abus sexuels. Il faut apprendre à s'économiser. Parce que chaque fois qu'on a un orgasme, on perd de l'énergie vitale.
Donc il y a des gens qui font des abus. Et après ils sont dévitalisés et ils disent donnez-moi des médicaments, donnez-moi des aliments miracles, etc. Et puis enfin, notre milieu intérieur, on le veut propre pour nous donner de la santé, mais ce milieu intérieur ne peut être purifié que si notre milieu extérieur est également purifié. Parce que le milieu extérieur et le milieu intérieur ne font qu'un. Quand on pollue les aliments, avec des résidus d'engrais chimiques, de pesticides, d'hormones de croissance, des OGM, etc., ben on empoisonne. Donc il est nécessaire que la planète soit purifiée. D'où nécessité de faire de l'écologie naturopathique pour pouvoir avoir une écologie interne. Mais les gens, en règle générale, sont d'accord pour faire de l'écologie externe, mais jamais pour faire de l'écologie interne. Et l'écologie interne, c'est vider son intestin par des purgations, par du jeûne, par des monodiètes et par une alimentation crue et spécifique. Voilà, c'est ça la sagesse. Ah, on va rester sur ces belles paroles. Merci beaucoup, professeur Jovet. C'est moi qui vous remercie. Un immense merci.